De Casablanca à Monaco, de Tel Aviv à Beyrouth, quelle est l'actualité du bassin méditerranéen? Bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Tout de suite, le sommaire. La tension reste palpable à Gaza, malgré la trêve décrétée cette semaine entre Israël et le Hamas. Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens ce vendredi près de la frontière avec Gaza. Le cessez-le-feu peut-il être respecté? La question est posée. Retour sur une semaine meurtrière dans un instant. Au-delà des conflits, la Méditerranée, c'est aussi des hommes et des femmes passionnés par la mer. En Corse, des plongeurs tentent de reconstituer l'histoire d'un bateau, du moins de ce qu'il en reste. Cette épave est celle d'un navire de commerce qui aurait fait naufrage au XVIe siècle. Enfin, nous verrons que l'actualité rattrape la culture. Les artistes sont nombreux à donner leur version du conflit israélo-palestinien. L'une des dernières chansons du groupe Zebda, par exemple, est au centre d'une polémique. Mais avant cela, place tout de suite à l'actualité. Une actualité particulièrement chargée dans le bassin méditerranéen. Les hostilités dont la bande de Gaza a été le théâtre ces derniers jours ont coûté la vie à plus de 160 Palestiniens et à 6 Israéliens. Mercredi, un cessez-le-feu a été décrété entre Israël et le Hamas, mais vendredi, malgré la trêve, un Palestinien a été tué par l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Le Hamas a dénoncé une première violation israélienne de la trêve, précisant que l'Égypte, médiateur de l'accord, en serait saisie. Auparavant, à Gaza, le cessez-le-feu avait été célébré comme une victoire. Récit, Céline Pauillac. Une explosion de joie. Le bruit des klaxons a remplacé celui des bombes à Gaza. Après 8 jours de violence, les Palestiniens ont célébré le cessez-le-feu comme leur propre victoire. Beaucoup ont repris les affirmations du Hamas, estimant que les salves de roquettes étaient venues à bout de la puissante armée israélienne. Nous avons gagné. Aucun pays au monde n'attaque Israël. Notre résistance l'a fait. On a touché Tel Aviv. On a gagné notre fierté, notre droit sur notre terre. L'accord de cessez-le-feu, obtenu mercredi soir grâce à la médiation de l'Égypte, mettait fin aux raids de l'aviation israélienne qui ont tué au moins 160 Gazaouis. Il suspendait aussi les tirs de roquettes palestiniennes qui ont coûté la vie à 6 Israéliens. À Tel Aviv, un attentat à la bombe commis contre un bus mercredi a blessé au moins 10 personnes. Malgré cela, les habitants de la ville ont réagi de façon plutôt mesurée à l'annonce d'une trêve. Je pense que mettre fin aux violences, c'est la meilleure façon de faire. J'aimerais croire que ne pas combattre, c'est toujours mieux que combattre. Je suis très content de cette nouvelle. 2 jours après la signature du cessez-le-feu, les tensions restaient palpables entre les deux camps, notamment près du mur de sécurité dressé entre Israël et la bande de Gaza. Une guerre qui se joue également sur Internet. Israël et le Hamas s'affrontent en effet sur la toile. Pour la première fois, outre les armes conventionnelles, l'armée israélienne utilise Internet et les réseaux sociaux pour, dit-elle, communiquer sur le conflit. Voyez plutôt. Voici l'une des unités spéciales des forces de défense israéliennes mises en place à Jérusalem. Ces militaires, guerriers des nouveaux médias, côtoient des étudiants confirmés en informatique, recrutés à travers tout le pays et dans la diaspora. Ils ont 18 ans et sont nés avec ce genre de réalité. C'est pourquoi ils peuvent être très créatifs et nous pouvons bénéficier de leur créativité. L'objectif est réellement d'essayer de toucher un public partout dans le monde. Un public qui ne reçoit peut-être pas d'informations électroniques de la part des médias traditionnels. Nous voulons entrer en contact avec cette audience et l'influencer autant que possible en l'abreuvant d'informations et de contenus visuels et autres. Twitter, Facebook, Tsahal affirme désormais sa présence sur la quasi-totalité des plateformes Internet disponibles. Les médias sociaux ont 2 messages. Le premier est axé sur la conversation. Ce n'est pas une rue à sens unique, c'est une conversation dans les 2 sens. Et l'armée israélienne veut y prendre part. Le second, c'est qu'il veut vous contourner, vous les médias traditionnels. Ils veulent parler directement au public parce qu'ils pensent que l'intermédiaire, parfois, ne présente pas l'histoire de Tsahal comme il se doit. Les organisations palestiniennes ne sont pas en reste dans cette guerre de la communication. Les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, diffusent elles aussi sur les réseaux sociaux. Comme sur le terrain, les 2 parties se rendent coup pour coup sur Internet. Mais cette stratégie virtuelle comporte un risque, celui de banaliser une guerre dont les victimes sont bien réelles.
On l'a vu, la tension est réelle, une tension qu'ont vécu au plus près 60 étudiants de l'école de journalisme de Lille. Ils sont partis quelques jours en Israël dans le cadre de leurs études, un séjour bousculé en raison de la tournure qu'ont pris les événements. De retour en France, ils nous racontent les 10 jours passés au cœur du conflit israélo-palestinien. Un témoignage recueilli par Frédéric Béal et Jean-Stéphane Maurice. Qu'est-ce que tu as comme photo? Ils se sont retrouvés dans la bibliothèque ce matin, les traits tirés par le manque de sommeil. Le voyage a été long, très long, éprouvant aussi. Les étudiants de 2e année de l'école de journalisme de Lille sont revenus de 10 jours passés en Israël. Moi, c'est vrai que le mur, je l'avais jamais vu, j'y avais jamais été. Et puis bon, j'avais vu des photos, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut représenter au quotidien pour les gens. Il y a aussi les checkpoints, ce genre de choses. Moi, j'avais jamais été confrontée à ça, donc oui, c'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Un voyage avant tout d'études et de réflexion, avec des rencontres côté palestinien et israélien. Un exercice destiné à casser les idées reçues. L'un des objectifs pour moi, c'était aussi que ça puisse, si jamais les étudiants avaient déjà des clichés ou des idées préconçues, des représentations de ce conflit, de ce pays, que ça puisse aussi rebalayer ça, remettre ça en cause et en question. Je sais que chez beaucoup, ça a été le cas. Pendant leur séjour, la prudence et les consignes de sécurité étaient très importantes. Les événements se sont précipités, les obligeant à modifier leur programme. C'est le vendredi après-midi où on a entendu la sirène qui a retenti dans la ville de Jérusalem. Au début, on croyait que c'était une voiture de police, et la sirène une voiture de police. Et en fait, notre directeur nous a informé par la suite que c'était vraiment la sirène parce qu'il y avait eu un tir de roquette à 10 km de la ville. Un voyage enrichissant qui leur a permis d'appréhender le conflit le plus long depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La paix, la fin de la guerre, la fin de ce cycle meurtrier, un médecin en rêve. Celui que l'on appelle le docteur de Gaza a fait une halte en France, en Lorraine, pour participer à des conférences. L'homme avait ému en 2009 en pleurant en direct à la télévision israélienne après la mort de ses 3 filles pendant une offensive contre le Hamas. L'an dernier, il a publié « Je ne haïrai point » qui sort en poche ces jours-ci. Un livre dans lequel il défend l'amitié entre les peuples, une vraie leçon de courage et d'humanité. Laurence Duvoide, Jean-François Didier l'ont rencontré. Ces images ont fait le tour du monde. Au téléphone, les cris d'horreur, la souffrance d'un père de famille, le docteur Aboulech, médecin à Gaza, qui apprend la mort de ses 3 filles lors d'un tir de roquette israélienne lors d'une émission de télé en direct. C'était le 16 janvier 2009. Depuis, celui que tout le monde a baptisé le médecin de Gaza sillonne le monde avec son livre « Je ne haïrai point ». Actuellement à Nancy, au bien nommé Café de la Paix, il n'oublie pas, mais veut surtout faire passer un message de paix. La seule réponse à ceux qui ont tué mes filles, ce n'est pas une balle, une bombe ou une grenade, c'est la paix et l'amour que j'ai en moi. Pour cet humaniste, la paix est devenue un combat au quotidien. Lui qui vit aujourd'hui à Toronto, enrage de voir aujourd'hui les Israéliens, les Palestiniens continuer à se déchirer, les enfants à subir, comme ces filles ont subi, elles aussi, la violence, la haine des hommes. Nous avons surtout besoin de leaders, de politiciens qui considèrent l'être humain comme un être humain, qui traitent le problème actuel d'une manière humaine et qui essaient d'appliquer les accords internationaux qui existent depuis longtemps et qui ont toujours été bafoués. Une leçon d'humanité à travers l'histoire de cet homme. Le docteur continue sa route sans haine, avec l'espoir de vivre un jour dans un monde libre et juste. La tension se fait également ressentir ces dernières heures en Égypte. Des manifestants ont incendié des locaux du Parti des Frères musulmans dont est issu le président Mohamed Morsi. Ce vendredi, des rassemblements rivaux ont été organisés au lendemain de l'annonce d'un renforcement considérable des pouvoirs du chef de l'État. Élu en juin, premier président civil et islamiste du pays le plus peuplé du monde arabe, Mohamed Morsi s'est arrogé dans une déclaration constitutionnelle le droit de prendre toute décision ou mesure pour protéger la révolution de 2011. L'opposition a parlé de coup d'État et appelé à des manifestations à travers le pays.
En Jordanie, c'est une revendication inédite qui s'est fait entendre dans les rues d'Amman. Des manifestants se sont rassemblés pour protester contre la hausse des prix de l'énergie. Certains en ont alors profité pour réclamer le départ du roi Abdallah II. Une manifestation qui a dégénéré. Le point avec Céline Pauillac. Ils étaient environ 10 000 à défiler la semaine dernière dans les rues d'Amman. Ces hommes et ces femmes protestaient contre la décision du gouvernement jordanien d'augmenter les prix du gaz domestique de 53%, celui du carburant de 12%. Les protestations ont commencé après la hausse des prix. Le peuple ne peut plus accepter cette corruption. Il ne peut plus supporter ces prix désormais. Dans le cortège, plusieurs voix en ont profité pour réclamer le départ du roi Abdallah II, une première dans l'histoire du royaume. La police a empêché les manifestants de se rendre au palais, mais le mouvement a dégénéré, faisant un mort et des dizaines de blessés selon les autorités. Une centaine de personnes ont été arrêtées. Depuis, d'autres grèves et manifestations ont eu lieu, mais elles étaient beaucoup moins suivies. En France, l'actualité du bassin méditerranéen, c'est aussi cette spirale criminelle en Corse qui poursuit sa course folle. Un entrepreneur de BTP a été tué par balle cette semaine près de Bastia, un meurtre le 18e depuis le début de l'année, perpétré peu de temps après la visite dans l'île des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Manuel Valls et Christiane Taubira étaient venus pour réaffirmer l'autorité de l'État. La Corse a été qualifiée par ses élus de région la plus criminogène d'Europe, compte tenu de sa population de 310 000 habitants. Alors, pourquoi autant de meurtres? Pourquoi en Corse? Le Premier ministre a lui parlé de mafia. Alors si mafia il y a, a-t-on en France les moyens juridiques de l'identifier et donc de la combattre? Élément de réponse avec Alain Verdi. Une série d'assassinats de personnalités ces dernières semaines. Et après les formules d'autres ministres ces dernières années, on passe de politico-mafieux à mafia. Ça veut dire que la mafia est à l'œuvre en Corse. Palerme, la Cosa Nostra sicilienne, la mafia la plus étudiée d'Europe. Des familles hors la loi qui noyautent les administrations régionales et nationales, qui contrôlent le territoire et des hommes politiques à des fins criminelles. En Italie, le mot mafia est dans la loi. Il y a un dogme en France. C'est qu'en France, il ne peut pas y avoir de mafia. La France n'est pas l'Italie. Donc de ce fait, il y a quelque chose de très profondément ancré dans les mentalités administratives, police, justice, politique, qu'on n'est pas confronté à un problème grave. En résumé, l'Italie se donne les moyens de poursuivre une mafia car la loi en donne une définition précise. Pas en France. En Italie, on a inventé l'association mafieuse, il faut faire pareil en France, l'association criminelle au moins. Quand ces gens ont été prouvés appartenant à une association, tous leurs biens peuvent être saisis et c'est à eux de faire la preuve qu'ils l'ont acheté avec des fonds illégaux. Un autre outil de lutte anti-mafia italien, la protection des repentis et des témoins. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice lancent le énième appel à témoignage. Et nous prenons toute disposition afin de protéger la réponse judiciaire, c'est-à-dire de protéger toutes celles et tous ceux qui peuvent concourir à la manifestation de la vérité. Protéger les témoins, un appel virtuel. La loi française n'a jamais vu d'application pour permettre aux témoins de changer d'identité faute d'argent. Cela reste un vœu pieux. À l'heure actuelle, on ne peut absolument rien leur dire à ce sujet. On ne peut leur dire qu'une seule chose. Si vous parlez, on vous protégera éventuellement jusqu'au procès et après, on ne peut pas grand-chose pour vous. Alors, que vaudraient des moyens supplémentaires si on ne change pas l'arsenal judiciaire ? Derrière la venue d'un ministre, les magistrats n'ont pas le droit de parler. Dommage, leur point de vue aurait été sans doute des plus intéressants. Deuxième partie de ce magazine. Après une actualité chargée, difficile, prenons le large. C'est aussi ça, la Méditerranée. La mer et la volonté farouche d'hommes et de femmes de lui venir en aide. Les herbiers marins, par exemple, sont bien mal en point et pourtant, ils sont indispensables à l'écosystème. Alors, une expérience pilote est menée en ce moment dans les Tonto. Des plongeurs récoltent des graines et recueillent des jeunes pousses avec un objectif, créer une grande pépinière des fonds marins. Découverte d'un jardin extraordinaire, subaquatique et méconnu avec Caroline Agulot et François Jobard. En passant la main sur les herbiers marins, Mathieu nous montre l'oxygène qu'ils produisent. On les surnomme le poumon de la mer. Ils fournissent nourriture et abri à une grande variété d'espèces marines. Mais ce réservoir de vie est en piteux état. Alors aux quatre coins du monde, des scientifiques essaient de trouver une solution pour sauver ces prairies marines.
Pour l'instant, aucune méthode n'est efficace. Mathieu Richard et Sven Michel-Lourier expérimentent un nouveau procédé. La première étape consiste à récupérer à la surface de l'eau des rhizomes, arrachés après un coup de vent. Ça, c'est la Zoster marina, la plus grande, en étang chez nous, mais en mer ailleurs. On les récolte comme ça, avec la racine, le rhizome, la feuille. De son côté, Mathieu récolte les graines échouées dans le sable au bord des étangs ou de la mer. Un travail de patience, il recueille en moyenne une graine pour 1 mètre cube de sable tamisé. Là, j'en ai une. Là. De retour en laboratoire, les graines de Posidonie et les graines de 3 autres espèces rencontrées en Méditerranée sont triées, une à une, avant d'être cultivées dans des aquariums. Elles pousseront en pépinière pendant 3 à 6 mois. L'opération est délicate car la germination est difficile en milieu marin. Ensuite, ils essaieront de transplanter ces plantes au large des aresquets de la Grande Motte et de Palavas. Aujourd'hui, si vous arrachez 1 mètre carré d'herbier, il n'y a personne pour vous fournir 1 mètre carré d'herbier. Ça n'existe pas. À part emprunter, c'est ce que je disais, par des habillés Paul et habillés Jacques, à part prendre 1 mètre carré quelque part dans un herbier sain et le mettre dans l'endroit où on a arraché, ce qui est un non-sens écologique, on n'a pas de solution. Donc la nôtre est de mettre en place un jour une pépinière pérenne et que des privés puissent s'installer, développer une activité économique et vendre, comme ça se fait déjà en milieu terrestre, des plantes pour la restauration des écosystèmes. Ces essais sont réalisés sur un nombre réduit de plantes, 1800 plants. Il faudra encore 1 an pour terminer cette expérience pilote et valider ce projet financé par l'Agence de l'eau et la municipalité de la Grande Motte. L'enjeu est de taille. Ces herbiers menacés par l'activité humaine poussent très lentement à raison de 3 cm par an en moyenne. Autrement dit, quand l'ancre d'un bateau arrache 1 mètre carré d'herbier, il lui faut 30 années pour repousser. Des fonds marins qui recèlent souvent des vestiges du passé, des épaves riches en histoire qui font le bonheur des plongeurs. En Corse, au large de Saint-Florent, repose un ancien navire de commerce espagnol. Ce galion aurait fait naufrage au XVIe siècle. Des membres de la Société d'études en archéologie subaquatique sont bien décidés à percer les secrets de ce bateau. Dans les profondeurs sublimes du golfe de Saint-Florent, voyez ce reportage de Solange Graziani sur des images signées Grégoire Bézi. Un galion espagnol repose à 35 mètres de fond. Il aurait fait naufrage en décembre 1555. Un navire de guerre qui conserve encore les armes de ses anciennes batailles. 9 canons et des boulets tapissent les fonds de la baie de Saint-Florent sur une surface de 30 mètres carrés. À bord de ce bateau, des archéologues, des scientifiques se sont rassemblés pour résoudre cette énigme. L'épave contient une page de l'histoire dont il faut arracher tous les secrets. Ce qu'il faut, c'est bien préparer le tableau à l'avance. Quand il y a des longueurs comme ça, de prendre tous les 20 cm. Ouais, entre les serres, prendre une mesure au moins tous les 20 ou 30 cm. Tous les relevés topographiques sont déterminés à l'avance. Il faut faire vite, le temps est compté. Cette restitution de l'épave par des relevés et des photos est indispensable pour mener cette mission jusqu'au bout. On aura quand même des traces des positionnements exacts de chaque objet. Ça permet aussi d'avoir des images intéressantes pour nous, des images jolies à voir et à montrer pour susciter des vocations, pour motiver des sponsors ou des financeurs. Ça laisse des traces importantes pour tout ça, quoi. Les épaves du XVIe siècle sont rares. Elles se comptent sur les doigts d'une main à travers le monde. Alors trouver un navire de ce type en Méditerranée est considéré comme un événement exceptionnel. Une fois de retour au port, l'équipe examine les objets prélevés dans la vase. Il y a bien sûr des boulets de canon taillés dans la roche de serpentine, mais aussi des céramiques utilisées comme mobilier de table, des ustensiles qui proviennent d'Espagne, de Provence ou de Gênes, et qui témoignent des échanges commerciaux entre nations. On sait que ces productions sont fabriquées durant tout le XVIe siècle. Maintenant, il s'agit de dessiner ce récipient pour confronter sa forme à la typologie et avoir justement une fourchette chronologique plus précise que ce XVIe siècle qui est un peu large. Le littoral du Nebbio est fréquenté depuis la plus haute antiquité, tout comme la baie de Calvi,
Saint-Florent offre un abri sûr aux navires de passage. Au XVIe siècle, la Corse est un théâtre de guerre qui met en scène les plus grandes puissances européennes. Au milieu du XVIe siècle, en Méditerranée, les deux puissances dominantes, ce sont l'Espagne et la France. Donc c'est Charles Quint opposé à François Ier. Et cette opposition, elle se traduit évidemment par des guerres sur l'eau. Les Espagnols sont à l'époque associés aux Génois. Andrea Doria, le grand général génois, est l'amiral de la flotte espagnole. Et ce sont ces rivalités qui débouchent sur les combats navals, qui débouchent sur les épaves qu'on a aujourd'hui dans la baie de Saint-Florent. La prospection sur ce site est terminée. Sous les flots, d'autres trésors historiques restent à découvrir. Et l'on reparle du conflit israélo-palestinien pour ouvrir cette troisième et dernière partie. Un conflit qui s'étend, se propage et n'épargne pas le terrain culturel. En France, des artistes venus des deux pays se produisent régulièrement sur scène. Certains prennent position pour l'un des deux camps, d'autres sont moins manichéens. C'est le cas de ces artistes que nous présente Céline Pauillac. Il était récemment en concert à Limoges. Asaf Avidan est un auteur, compositeur, interprète israélien, actuellement en tournée dans l'Hexagone. Ses chansons parlent surtout d'amour, ce n'est donc pas un artiste engagé à proprement parler, mais la situation politique de son pays ne le laisse pas indifférent. J'ai toujours l'obligation de dire que c'est compliqué. Les choses ne sont pas blanches ou noires comme elles paraissent, même si je sais que c'est mal de la part de notre gouvernement d'assassiner des membres du Hamas, même s'ils sont responsables de nombreux morts de l'autre côté. La compagnie Yes Théâtre, elle, est originaire d'Hébron, en Cisjordanie. Jusqu'à la fin du mois de novembre, ces Palestiniens présentent en France leur spectacle intitulé « Toujours le même problème », une histoire de poubelle qui sème la discorde entre voisins, une métaphore qui permet aux comédiens de pointer les difficultés de communication au sein même de la société palestinienne. Nous voulons montrer par le théâtre que le meilleur moyen pour résoudre les problèmes, c'est le dialogue. Il faut toujours trouver un terrain d'entente, c'est l'unique moyen, et ce, quel que soit le problème. Nous ne disons jamais dans nos pièces que la violence ou la guerre peuvent avoir un résultat positif. Alors qu'Israël et Palestine ont connu ces derniers jours un nouvel épisode de violence, ces artistes tentent de faire passer un message de paix et de tolérance. Autres artistes engagés, autres artistes qui suscitent la polémique, les membres du groupe Zebda. Dans l'une de leurs dernières chansons, ils donnent leur version du conflit israélo-palestinien. Hasard du calendrier, la sortie de ce titre coïncide avec les tensions ravivées dans la bande de Gaza dont nous vous parlions au début de ce magazine. Des paroles qui ont fait réagir le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Aujourd'hui, Zebda s'explique au micro de Bruno Frédian et Delphine Aldébert. Ces soirs de rencontre pour le Tactique Collectif et le groupe Zebda. Thème de la soirée, Palestine, des mots pour le dire. Et pour le dire, Zebda présente une chanson, sa vision du conflit israélo-palestinien. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Des avions israéliens qui paradent. Depuis sa diffusion, le clip partisan fait polémique. Le groupe toulousain serait caricatural dans sa vision du conflit. On nous soupçonne d'emblée d'être pro-Hamas, comme ça a l'air de rien, parce que je m'appelle Mustapha. Je veux dire, tout de suite, le lien il est fait immédiatement. Donc il y a quand même un procès comme ça. Hein, c'est-à-dire, quand on connaît l'histoire de Zebda, quand on sait toutes les positions qu'on a prises contre tous les intégrismes, les chansons qu'on a fait contre tous les intégrismes, d'un coup tout ça, ça n'existe plus. La chanson de l'année est... Tomber la chemise, Zebda. Zebda n'a jamais fait mystère de son engagement depuis sa création dans les années 90. Couronné par une victoire de la musique en 2000, Zebda, c'est une parole qui porte pour toute une génération. Et pour la communauté juive de Midi-Pyrénées, le groupe aurait oublié sa responsabilité auprès de son public. Zebda est cette fois-ci rentré malheureusement dans un fantasme qui augmente dans notre société. Et ce fantasme, c'est que Gaza égale la banlieue française,
qu'il y a des musulmans opprimés. Ils sont opprimés par qui? Ils sont opprimés par des juifs. Et à ce moment-là, c'est un facteur de fracture dans notre société et ça n'aide ni à améliorer les choses là-bas, ni à améliorer le quotidien de tous ici en France. Importer le conflit dans les quartiers, le risque est étroitement surveillé par les services des renseignements intérieurs français, alors que là-bas, les combats s'intensifient. Sans transition, rejoignons les meilleures tables de Monaco. Voyez le menu, 240 chefs, soit l'équivalent de 300 étoiles. De quoi titiller les papilles gustatives. Pour célébrer le 25e anniversaire de son restaurant le Louis XV à Monte-Carlo, Alain Ducasse a invité la crème des chefs cuisiniers de France et d'ailleurs. Une invitation que les plus grands ont acceptée. Tous se sont prêtés au jeu en cuisinant des produits régionaux. Un grand marché de la Méditerranée à ciel ouvert a même été installé. Céline Pauillac nous en dit plus. Le temps d'un week-end, les grandes toques internationales invitées à Monaco par Alain Ducasse ont côtoyé les petits producteurs de l'arrière-pays niçois, du Piémont et de Provence. Un rendez-vous inédit, riche de rencontres et de dégustations dont chacun semblait ravi. Cette terre, elle est généreuse, elle nous a donné des poissons, des légumes, des fruits, des gibiers extraordinaires. Il suffit d'apporter notre expertise, notre savoir-faire, de les assaisonner justement, de faire un sucre parfaitement réduit, le vin qui va avec, et le bonheur est là. Ça fait plaisir d'être rien du tout petit paysan de l'arrière-pays, à chercher à vouloir conserver peut-être quelques valeurs, quelques saveurs, et de rencontrer les plus grands, quoi, je veux dire. C'est sympa, quoi. C'est sûr que c'est très valorisant, quoi. C'est très valorisant. 14 grands chefs ont également joué le jeu du live cooking, cuisiner en direct des produits régionaux pour créer une recette originale et savoureuse. Le Libanais Maroun Chedid a ainsi réinterprété le sayadiyé, plat de poisson et de riz traditionnel de son pays. J'ai mis le cumin, le karaoui, la cannelle et le allspice ou le poivre de Jamaïque, les grands grains. On l'appelle poivre doux au Liban. C'est un poivre typique qu'on utilise dans notre cuisine. Et avec du zeste citron, les pignons, les oignons frits, un coup de vin monté à l'huile d'olive extra vierge et à la fin. Comment vous trouvez? Il faudrait être difficile pour ne pas trouver ça bon. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du produit d'ici, vu d'ailleurs par ce chef qui vient de Beyrouth. Et ça, pour nous, c'est toujours passionnant. Échanger, partager, faire s'exprimer différentes sensibilités autour des produits de la Méditerranée, tel était l'objectif de cette rencontre au sommet, dont le point culminant a été atteint lors d'un dîner d'exception. Alain Ducasse avait invité plus de 400 convives. Un dîner d'anthologie auquel, bien évidemment, ont participé le prince Albert et la princesse Charlène. Le surlendemain, le couple princier assistait aux traditionnelles célébrations de la fête nationale monégasque. Un temps fort de la vie de la principauté pavoisée de drapeaux rouges et blancs pour l'occasion. Tous deux ont été acclamés lors de leur apparition à la fenêtre. Il faut dire que Monaco est une monarchie constitutionnelle qui repose sur l'union étroite du prince et des monégasques. La preuve. Vous savez, en principauté, on a quelque chose de très particulier. C'est que nous, notre prince, on l'aime. Et la princesse aussi. Toute la famille princière, on les aime. Et ça, il y a peu de gens dans le monde qui le comprennent. C'est la marque aussi de notre indépendance, de la bonne gouvernance de ce pays. Et je pense que c'est très très important d'être là ce jour-là, spécialement. À l'origine, le jour de cette fête variait en fonction du prénom du prince souverain. La Saint-Régnier étant célébrée le 19 novembre, c'est la date qui fut retenue lors de l'avènement de Régnier III et l'on aurait logiquement dû revenir au 15 novembre en 2005 quand le prince Albert est monté sur le trône, mais le nouveau prince a voulu mettre fin à cette mobilité. Il a décidé de maintenir la date du 19 novembre en souvenir de son père. Le journal de la Méditerranée, 50e numéro, c'est fini. Merci de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci au nom de toute l'équipe. La semaine prochaine, c'est Linda Bellawes qui vous fera faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen. Très bon week-end à tous.